Je vais inviter deux brillants confrères, une consoeur et un confrère. Je suis très heureux de les avoir à côté de moi parce que c'est quand même des gens qui comptent dans le paysage de l'innovation et de la robotique chirurgicale. Donc j'ai à côté de moi Anne Osdois et Lucien Blondel. Et donc, Anne, je vais te laisser te présenter d'abord et puis on va continuer avec Lucien. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, Anne Osdois. Donc moi je suis ingénieure de formation. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine du dispositif médical. Les 10 premières années chez Monakea Technologies avec Sacha Loiseau qui est ici dans la salle et qui parlera plus tard. Et les 10 années suivantes à la tête d'un start-up studio MedTech qui s'appelle MD Start, qui est aujourd'hui une partie intégrante de Sofinova, qui l'avait fondée. Au départ, et avec un modèle innovant qui est de s'associer avec des cliniciens inventeurs afin de développer des innovations toujours dans le domaine des technologies médicales, des innovations de rupture, et avec un modèle opérationnel, c'est-à-dire que les associés de MD Start prennent la direction des sociétés de notre portefeuille. Donc moi j'ai été founding CEO de 4 sociétés de notre portefeuille et actuellement CEO de Moon Surgical, qui est une histoire un petit peu particulière puisque j'ai décidé de rester CEO de Moon Surgical. Donc ça fait maintenant presque 4 ans que je suis à la tête d'une équipe qui développe un robot chirurgical pour la chirurgie des tissus mous. Merci beaucoup Anne. Alors Lucien, toi aussi tu as quelques expériences à raconter. Ouais, donc bonjour tout le monde, Lucien Blondel, je suis ingénieur de formation. Ça fait depuis un petit peu plus de 20 ans que je travaille dans un domaine très spécifique, la robotique chirurgicale. Donc j'ai démarré sur un projet de recherche d'un robot de chirurgie laparoscopique, donc le domaine dans lequel est Anne aujourd'hui avec Moon Surgical. Ensuite, j'ai rejoint une start-up qui a développé un robot pour la chirurgie orthopédique, donc pour aider les chirurgiens à poser des prothèses totales de genoux. Donc c'est une technologie ensuite qu'on a vendue à un groupe américain leader mondial qui s'appelle Zimmer. On a ensuite redémarré sur un nouveau projet qui est un robot de neurochirurgie crânienne qui s'appelle ROSA, qui permet de faire des technologies qu'on appelle keyhole neurosurgery, donc la chirurgie mini-invasive, où on va par exemple implanter des électrodes dans le cerveau pour traiter l'épilepsie sévère qui est réfractaire aux médicaments. Donc ça traite les adolescents et les enfants, et qui va permettre de détecter le foyer, et ensuite de le traiter, de l'enlever, et on l'espère de guérir le patient. Un robot qui a été vendu en Europe, aux États-Unis, en Chine, dans un certain nombre de pays. Et on a ensuite développé un nouveau robot qui s'appelait ROSA Spine pour la chirurgie mini-invasive du rachis, donc la colonne vertébrale, pour aider les praticiens à implanter des vis pour traiter des déformités ou des problèmes de dos de façon mini-invasive ou percutanée. La société a été revendue à un groupe Zimmer Biomet qui a racheté 2 fois la même technologie, qui a développé ensuite ce robot pour d'autres applications, donc dans le genou, la hanche, aujourd'hui l'épaule, et donc il y a aujourd'hui 1000 systèmes ROSA qui sont installés dans le monde. Et on est ensuite redémarré dans une autre entreprise, aventure entrepreneuriale avec Quantum Surgical. Donc on développe et on commercialise aujourd'hui en Europe, aux États-Unis et en Chine un robot qui assiste les radiologues interventionnels, donc c'est pas de la chirurgie, pour détruire des tumeurs précoces dans l'abdomen, donc le foie, le rein, le pancréas, aussi le poumon, et on va travailler sur l'os, pour assister le praticien à planifier, insérer une aiguille dans la tumeur, la brûler, vérifier l'efficacité du traitement, et ensuite libérer le patient avec des traitements qui peuvent être faits en ambulatoire, et donc une alternative à la chirurgie qui apporte énormément de bénéfices pour le patient. Voilà. Merci Lucien. Alors je vais commencer par une question, moi qui me tarabuste depuis toujours. C'est que dans notre domaine innovation chirurgicale, robotique, intelligence artificielle, etc., on est confronté à un grand paradoxe. Et personnellement, ça m'a vraiment troublé. On a en France d'excellents chirurgiens, mais vraiment brillants. Et donc on peut se dire, si je leur dis que je leur propose un robot chirurgical, ils n'ont pas besoin d'un robot, ils sont très bons. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire ? Eh bien en fait, le paradoxe, c'est que ces gens-là, ils adorent les robots. Alors pourquoi ? C'est quoi ce paradoxe ? Oui, pourquoi est-ce qu'un bon chirurgien aurait besoin d'un robot ? Pourquoi est-ce qu'ils vont naturellement vers ce genre de choses ? Moi, je vois le paysage avec deux grands progrès en fait qu'apportent les robots, l'efficience et la valeur clinique.
Et les robots peuvent d'ailleurs apporter l'un, les deux. Ça dépend des positionnements et des indications ciblées. Mais effectivement, c'est ça que vont chercher les chirurgiens. Ils vont chercher des améliorations au sein de la procédure ou dans la préparation de leur procédure pour améliorer les outcomes cliniques, plus de précision, plus de stabilité, encore une fois des choses qui se matérialisent différemment selon les indications. Et puis ils vont aussi vouloir adapter des robots pour des questions d'amélioration de workflow, donc des améliorations organisationnelles vraiment, qui sont là très liées à l'évolution des blocs, à des problématiques de staff et vraiment à une conjoncture qui est de plus en plus compliquée dans les blocs opératoires. Moi, j'ajouterais peut-être 2-3 éléments. Nous, on a toujours été pionniers dans les différents domaines, donc c'est très excitant, très passionnant, mais très challenging, parce qu'il faut effectivement convaincre les gens de démarrer. Et donc, les chirurgiens, les meilleurs chirurgiens qui démarrent, c'est aussi des pionniers. Et donc, en fait, c'est des gens qui sont visionnaires et qui décident avant tout le monde que la robotique, peut-être aujourd'hui, c'est limité, la première génération, on peut en dire un certain nombre de choses, mais dans 5, 10, 20 ans, ce sera commun dans le bloc opératoire. Donc ils veulent être les premiers et continuer à être les pionniers dans leur spécialité et donc apporter à leur communauté scientifique l'introduction de cette nouvelle technologie. Et puis il y a un aspect qu'on voit aussi chez nous, c'est la formation. Donc c'est des gens dans les centres académiques pour qui c'est important aussi de former les jeunes à des techniques et à faciliter l'introduction de techniques mini-invasives qui apportent des résultats. Et le robot, le logiciel, parce qu'on dit le robot, mais en fait, il y a quand même un logiciel autour, il y a de la vision augmentée, il y a de l'intelligence artificielle, donc il y a une suite qui permet de planifier et de vérifier le traitement. Et donc cette digitalisation en fait de l'acte, parce qu'il est fait sinon juste à la main, avec l'expertise et l'expérience de l'utilisateur, cette digitalisation, cette interface, elle va permettre de mettre des données et de former les plus jeunes en leur expliquant voilà comment je fais. Parce que sinon on opère et puis on explique à une personne voilà comment je fais. Mais à partir du moment où vous avez du digital, des images, des résultats, c'est from one to many, c'est-à-dire que vous pouvez scaler votre formation beaucoup plus. Voilà. Et donc c'est pour accélérer la formation aussi des jeunes sur des techniques qui sont difficiles. Très clair. J'ajouterais un petit commentaire. Il faut se dire qu'aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Il y a 30 ans, ce n'était pas comme ça. Hein. Mais aujourd'hui, un chirurgien qui voit arriver un robot ne voit pas son aura en danger. En fait, au contraire, son aura va augmenter s'il se sert d'un robot. Un témoignage, une anecdote assez drôle, il y a quelques années, je pose la question à un chirurgien, un des meilleurs. Je lui dis, mais pourquoi tu veux ce robot? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Il me dit, mais c'est très simple, il va le faire mieux que moi. Donc voilà, les mentalités ont évolué parce qu'aujourd'hui, les chirurgiens sont capables de dire une machine va faire le geste mieux que moi. Voilà, c'est pas honteux. Parce qu'un chirurgien se doit d'utiliser pour ses patients le meilleur outil qui soit. Si le meilleur outil c'est un robot, il faut qu'il utilise un robot. Il n'y a pas de question là-dessus. Voilà. Autre question, qu'est-ce qu'une machine robotisée arrive à faire qu'un très bon chirurgien n'arrivera jamais à faire? Quelques exemples. Alors, quelques exemples. Dans le domaine dans lequel Moon Surgical se situe, donc la laparoscopie, on opère les patients à travers des incisions qui sont faites dans l'abdomen. Donc c'est devenu maintenant le standard of care. Donc il y a, selon les indications, on va dire entre 70 et 95% des opérations qui sont faites de cette manière-là. Et cette façon de travailler suppose d'insérer des instruments dans l'abdomen et du coup de déporter, finalement de confier à un assistant chirurgical le contrôle de deux choses qui sont la vision à l'intérieur de l'abdomen. Avant, en chirurgie ouverte, le chirurgien y voyait ce qu'il faisait. Et la deuxième chose, c'est confier à un assistant l'accès, le contrôle de l'accès au tissu. Avant, de la même manière, on mettait des rétracteurs, on mettait des pinces, le chirurgien voyait ce qu'il faisait et puis il pouvait accéder aux organes à opérer. Donc en fait, l'avènement de la laparoscopie a été un progrès absolument considérable pour les patients. Ça a réduit l'invasivité des procédures, le temps de récupération, etc. Mais au détriment du contrôle que peut avoir le chirurgien sur l'ensemble des paramètres et des instruments qui sont utilisés dans cette chirurgie. Donc le robot peut permettre de lui rendre ce contrôle.
Et c'est ce que fait très bien le robot Da Vinci, qui est le robot le plus déployé aujourd'hui dans le monde. Il donne le chirurgien de manière séquentielle le contrôle sur les 4 instruments qui sont utilisés en chirurgie laparoscopique. Donc ça, c'est effectivement un premier bénéfice qu'on peut citer. Et donc on se substitue finalement à l'assistant, ou sinon on transforme le chirurgien en son propre assistant. Super clair, merci Anne. Ouais, donc moi j'élargirais aussi parce que effectivement c'est un super exemple, c'est l'exemple le plus connu, la chirurgie laparoscopique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui il y a près de 400 modèles de robots chirurgicaux différents, et donc il y a plusieurs centaines de boîtes de robotique chirurgicale sur des dizaines et des dizaines d'indications. Et donc en fait, alors il y a tout le pan de la soft tissue surgery, laparoscopie, où il y a effectivement toutes ces questions-là, mais il y a en fait une myriade d'autres applications. On l'a vu en neurochirurgie, en chirurgie du rachis, en ophtalmologie, énormément d'applications, et chacune va avoir des bénéfices différents en fonction de... Donc il n'y a pas une robotique chirurgicale qui apporte des bénéfices. Moi, ce que je vois de l'ensemble de ces systèmes, c'est qu'il y a aussi un bénéfice de transitionner d'une pratique ouverte à une pratique mini-invasive. Donc ça facilite la pratique mini-invasive. Et donc elle peut être par chirurgie laparoscopique, voire même non-invasive avec les ultrasons focalisés. Et donc avec un outil, on va pouvoir plus facilement faire des gestes qui sinon prenaient du temps à être appris. Nous, dans notre cas particulier, par exemple, le traitement d'épilepsie sévère aux États-Unis, ça consistait à faire une craniotomie, donc c'est un peu la même histoire, une grosse craniotomie, enlever et puis mettre des grids, donc une plaque avec des petits capteurs sur le cerveau pour essayer de trouver où est la lésion à l'intérieur. Bon, autant vous dire que ce n'est pas extraordinaire en termes de résultats et en termes d'impact pour le patient. Et donc, par contre, il y avait une technique qui consistait à implanter des électrodes dans le cerveau, mais il faut en implanter 10, 15, et puis très précisément à des endroits donnés, etc. Donc ça, quelques centres en Europe étaient volontaires pour passer des heures au bloc opératoire avec un cadre très complexe, etc. Mais les Américains, jamais n'ont fait ça. Et à partir du moment où on a amené la robotique, tous les programmes d'épilepsie, les centres de niveau 4 aux États-Unis, tout le monde s'est mis à faire du robot et à proposer une solution mini-invasive pour des patients qui sinon soit n'étaient pas traités, soit avaient une alternative qui était quand même assez dommageable pour eux. Donc cette transition vers le mini-invasif, et nous on le voit aussi donc dans le traitement des cancers précoces, il y a un certain nombre de techniques différentes, et il y a des techniques pour des patients qui ont par exemple une tumeur proche d'un vaisseau ou proche d'une structure à risque, où on va dire un radiologue interventionnel standard va ne pas le faire. Mais il y a des techniques qui permettent, en insérant plusieurs aiguilles, en utilisant autre chose que le chaud et le froid, de traiter ces tumeurs, mais c'est très difficile à faire. Donc encore une fois, il y a quelques centres d'excellence qui arrivent à le faire à la main, en regardant l'ultrason ou le scanner. Mais les autres, au-delà de 1 ou 2 aiguilles faciles à faire, ils ne veulent pas le faire. Et donc le robot, lui, il va permettre de rendre ça facile. Et donc, par exemple, on a, nous, des chefs de clinique ou des jeunes radiologues interventionnels qui font aujourd'hui avec le robot ce qu'ils n'auraient jamais fait à la main sans le robot. Ils auraient dû attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 50, 200 patients avant que le professeur chef de service leur dise « Ok, tu peux traiter ce patient ». Donc on va avoir beaucoup plus de patients qui pourront bénéficier de cette technologie. Merci Lucien. J'ajouterais juste un exemple. Qu'est-ce que donc le robot arrive à faire que le chirurgien n'arrivera jamais à faire ? Essayez de vous imaginer, vous devez tracer un cercle avec un crayon sur un papier. Essayez de tracer un cercle parfait. Aucun de vous n'y arrivera, sauf avec un compas, bien sûr. En chirurgie ophtalmique, à un moment donné, dans la chirurgie de la cataracte, le chirurgien doit faire une ouverture circulaire d'une membrane qui est dans l'œil. Cette ouverture, elle doit être circulaire, elle doit être calibrée 5 mm et elle doit être centrée parfaitement au centre. Parce que notre œil, c'est un système optique complexe. Si on se trompe, c'est pas bien. Donc il faut faire une ouverture parfaite. Un chirurgien fait une ouverture acceptable, pas parfaite, en 1 minute. Le laser robotisé fait une ouverture parfaite en 1 seconde. Elle fait 5 mm, elle fait toujours 5 mm, elle est toujours parfaitement centrée, elle est toujours parfaitement ronde. Et là, on s'approche de la chirurgie parfaite. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que demain, de plus en plus, les patients qui vont se faire opérer vont retrouver une vue quasi parfaite, meilleure que celle qu'ils n'ont jamais eue de leur vie. Et ça, c'est grâce à la techno. Sans la techno, on n'y arrive pas. Voilà. Autre question, Anne et Lucien. Quelques exemples de bénéfices concrets des patients. Qu'est-ce que les patients peuvent tirer comme bénéfices concrets s'ils sont opérés avec un robot ou selon une technique traditionnelle ?
C'est le résultat des bénéfices qu'on vient de citer sur le chirurgien, hein, la précision, la stabilité, etc. On a aussi des bénéfices liés justement à ces gains en efficience. Nous, ce qu'on voit sur une série de 200 patients qu'on a traités dans les derniers mois, c'est une réduction de la durée des procédures. Donc déjà ça, c'est a priori directement corrélée aux complications, parce que la durée de l'anesthésie elle-même est directement corrélée aux complications, par exemple, mais surtout une réduction beaucoup plus importante de la variabilité de cette durée. On réduit la variabilité de la durée des procédures selon les indications de 15 à 35%, ce qui est absolument considérable. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les procédures sont plus reproductibles, que la planification de ces procédures est aussi beaucoup plus prévisible. Bon, ça c'est sur le côté vraiment organisationnel. Mais en fait, la manière qu'ont les chirurgiens de nous expliquer pourquoi il y a une si forte réduction dans la variabilité de la durée des procédures, c'est la gestion des aléas chirurgicaux. Ce qu'ils nous disent, c'est dans une chirurgie, deux chirurgies ne sont jamais les mêmes. Dans une chirurgie, vous entrez dans l'abdomen, vous découvrez voilà, comment l'anatomie est faite. S'il y a eu des opérations chirurgicales antérieures, ça a un impact quand même assez fort sur la dissection préalable. Et puis ensuite, vous avancez dans votre chirurgie, c'est une série d'étapes, il y a énormément d'étapes, et à chacune de ces étapes, vous pouvez avoir des aléas ou de la variabilité. Et quand vous ajoutez finalement la variabilité de toutes ces étapes, ça vous fait une variabilité chirurgicale qui est énorme, et qui est directement corrélée, pour le coup, aux complications. On a parlé récemment à des assureurs qui ont des dizaines et des dizaines de milliers de cas chirurgicaux dans leurs données, et qui nous disent qu'effectivement, la variabilité de la durée des procédures est directement corrélée au nombre de poursuites légales faites envers les chirurgiens, et que ça, c'est des données qui sont très très connues, il n'y a aucun problème. Donc pour le patient, effectivement, la réduction de la variabilité dans la durée de la procédure, elle va se traduire en réduction des complications intra- ou post-opératoires, et sur des gros volumes de procédures, ça a de l'importance. Waouh, c'est clair. Lucien. Moi, je vais compléter avec notre exemple spécifique, donc les tumeurs précoces. Un des challenges de l'oncologie interventionnelle, qui vise à être une alternative à la chirurgie, c'est de démontrer qu'on a effectivement détruit toute la tumeur. Ce qui est relativement facile en chirurgie, puisque vous faites une exérèse et puis vous l'envoyez au labo, et puis il vous dit quelle marge vous avez, donc vous pouvez confirmer qu'effectivement vous avez bien tout enlevé. Donc il faut, en fonction des cancers, du foie primaire, secondaire, il faut enlever 5 ou 10 mm de marge autour de la tumeur pour éviter une récidive locale. Et donc ça dépend de 1, comment vous avez placé votre aiguille, 2, comment vous avez chauffé, quelle est la zone de destruction. Et c'est pas facile à déterminer dans les images. Donc le robot, lui, va permettre de mieux placer l'aiguille, et le logiciel, il va permettre de fusionner les images, contourer la tumeur, contourer la zone d'ablation, et vous quantifier les marges, ce qui est fait aujourd'hui à l'œil nu, avec l'expérience, et donc jamais de façon ni parfaite ni reproductible. Et donc on va apporter ces éléments-là. Ça, c'est des choses qui vont prendre du temps à démontrer, mais nous, ce qu'on vise, c'est de réduire la récurrence locale du cancer, et donc d'avoir un traitement d'avoir déjà une standardisation au niveau des centres. C'est-à-dire que si vous allez dans un centre ici ou dans un centre là, vous allez avoir peut-être un centre qui va avoir 7% de récidive locale, un centre 17% et puis un centre 35%. Donc voilà, il y a un enjeu pour les patients d'avoir un accès aux soins qui est un peu plus standardisé. Donc nous, ce qu'on vise, c'est de réduire cette récidive locale du cancer. Et puis après, tout simplement, il y a des patients qui peuvent être opérés alors qu'ils ne pouvaient pas l'être avant. Donc ça, on a des exemples. On dit les meilleurs chirurgiens sans le robot, ils font la même chose. Oui, pour 90-95% de leurs patients. Mais une fois qu'ils ont fait 1 an, 2 ans de robot, ils vont opérer un patient que l'année d'avant, ils auraient dit non, celui-là, je ne le prends pas, c'est trop compliqué, c'est trop de stress pour moi, c'est trop dangereux, c'est trop risqué, je n'ai pas de contrôle suffisant sur la procédure, donc je ne fais pas. Et donc le patient n'est pas opéré. Aujourd'hui, c'est des patients qui sont faits et qui vont avoir une chance d'être traités. Voilà un peu ce que ça peut apporter. Merci Lucien. Question suivante, un petit témoignage de ma part. Je me promène en tant que touriste à Rome il y a 2 ans. Et dans la rue, je vois des panneaux 3x4, des grandes publicités.
la clinique romaine, machin, Tartampion, propose des chirurgies robotisées. J'en vois un, j'en vois deux, j'en vois partout. Et là, je vous pose la question, Anne et Lucien, est-ce que vous avez l'impression que dans le futur, déjà aujourd'hui peut-être, les patients sont plus à la recherche d'établissements équipés des toutes récentes technologies ? Ouais, aux États-Unis, des panneaux comme ça, il y en a partout, au bord de l'autoroute. C'est chaque hôpital. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait dire, et qui fait encore dire, que le fait de se doter d'un robot Da Vinci, c'est pour des raisons marketing, c'est pour attirer des patients et garder ces chirurgiens. Ce qui est en partie vrai, mais aussi fondé en fait. C'est-à-dire que si on élargit à la robotique de manière générale, effectivement, pour les raisons qu'on vient de citer, on a des patients qui arrivent en consultation et qui choisissent leur chirurgien parce que c'est un chirurgien qui peut les opérer avec un robot, qui demande d'être opéré avec un robot. Et c'est un facteur pour eux de confiance, je pense, de savoir que leur chirurgien est formé. In fine, il ne va peut-être pas les opérer avec un robot, d'ailleurs. Oui. Mais ils savent qu'ils ont cette option, enfin que le chirurgien a cette option dans ce qu'il peut mettre en œuvre. Ils savent justement que s'ils sont un cas à la marge, comme tu le citais, Lucien, ils pourront être considérés comme une indication chirurgicale. Et ils savent aussi qu'ils ont un chirurgien qui continue à se former et qui reste, je pense, au courant des dernières avancées. Donc c'est tous les jours en fait qu'il y a des patients qui demandent à être opérés par un chirurgien qui fait du robot. Merci Anne. Ouais, moi je vais donner un témoignage tout simple. Ce regard des patients sur les robots, il a changé depuis au moins 10 ans. C'est-à-dire que nous, quand on a fait le premier essai clinique à Gustave Roussy, donc le professeur de Berck qui est responsable de la radiologie, il nous a dit, une fois qu'on a communiqué, moi mon standard téléphonique, il a explosé. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde appelle, et même si c'est un cancer du cerveau, de la prostate, etc., on s'en fiche. On veut aller à Gustave Roussy parce qu'il y a un robot. Pas forcément parce qu'il y a un robot, mais parce que ça témoigne aussi que c'est un hôpital qui a une stratégie de s'équiper des dernières technologies qu'il choisit, qu'il évalue et qu'il achète ou pas, parce qu'il considère qu'il y a des bénéfices pour ses patients. Et donc ça traduit non seulement pour cette indication et ce praticien, mais pour l'ensemble de l'hôpital, une stratégie d'être au-delà, d'être les pionniers, d'être les innovateurs, comme les Hospices civils de Lyon qui ont fait un plan récemment. Ils ont acheté pour 10 millions de robots dans un certain nombre de spécialités. C'est pas forcément acheter des robots pour acheter des robots, c'est aussi pour démontrer qu'on veut être en avant-garde des nouveaux traitements, des nouvelles technologies. Donc ça, c'est certain. Aujourd'hui, il y a un appétit pour les robots qui est... voilà. Moi, j'ai fait une vidéo qui expliquait le robot pour le cancer. J'ai été inondé de questions de gens qui veulent savoir où c'est quel hôpital, c'est quel passé, et ça va être comme ça, quoi. Ok, effectivement. Alors justement, transition avec la dernière question dans les 2 minutes 30 qui nous restent. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire ? C'est quoi les dangers, les pièges qu'il faut éviter quand on est à la tête d'entreprises qui peuvent révolutionner la chirurgie ? Alors, je ne sais pas s'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je me garderais bien de prêcher quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des nouvelles questions qui émergent, qui sont liées à des thématiques comme l'automatisation ou comme la connectivité. Les robots sont de plus en plus connectés, communicants. Tout ça, ça induit des nouveaux risques. Des risques de cybersécurité en particulier. Donc là, on voit des grosses évolutions, des attentes des organismes réglementaires sur ces sujets-là, parce que pour le coup, ça met vraiment les patients à risque. Si ces risques ne sont pas gérés, parce qu'on peut avoir des choses dramatiques qui se passent pendant des interventions chirurgicales. Donc ça fait partie d'une nouvelle classe de problèmes à gérer. De la même manière, l'automatisation, c'est quelque chose qui peut être perçu comme inquiétant par les régulateurs. Donc la perte du contrôle, justement, par le chirurgien, c'est une question qu'il faut traiter avec délicatesse, qu'il faut prémâcher pour les autorités réglementaires si on veut que ce soit adopté de manière sereine et safe.
Merci Anne. Je crois que tu as d'autres idées toi aussi, Lucien. Ouais, moi, ce qui me tient à cœur, c'est la formation, l'impact sur les pratiques chirurgicales. Donc ça, c'est un sujet de fond qui est traité par notamment l'Académie nationale de chirurgie, parce qu'on amène des nouvelles technologies à un rythme très élevé par rapport à ce que les gens ont connu pendant 30, 40, 50 dernières années. Et donc, comment on forme les nouvelles générations à ces systèmes? Comment on les forme à opérer et gérer les complications quand le robot ne marche pas, parce qu'il y a quand même des jours où le robot ne marche pas, et comment on fait évoluer cette pratique, cette formation, ce curriculum. Aujourd'hui, c'est les fabricants qui ont en charge la formation, mais on sent bien que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une prise en main de la formation à la robotique chirurgicale. Par exemple, en laparoscopie, les systèmes sont assez similaires. Et donc, il y a un vrai sujet de comment on forme les gens et comment ils vont être capables de continuer à opérer, à faire leurs interventions sans la technologie le jour où elle ne marche pas. Ça, pour moi, c'est important. Je suis d'accord avec ça. J'ai été ravi d'être à vos côtés. Merci à Nosdoigt, merci Lucien Blondel, Merci. et merci à la salle pour votre attention.